Bonjour à toutes et à tous. Focus aujourd'hui sur la Tunisie. Après plusieurs jours de son élection, le président Kais Saïed fait déjà face à plusieurs défis. L'avocat constitutionnaliste de profession et membre d'aucun parti politique prend les rênes d'un pays déstabilisé dont les institutions ont été fragilisées et où l'enjeu sécuritaire est de taille, sans oublier la relance d'une économie tunisienne à tonnes. Analyse de la situation en Tunisie en compagnie de Abdelhamid Ben Khattab, professeur de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat. Bonjour professeur, bienvenue. Bonjour. De quelle Tunisie hérite Kais Saïed ? Vous l'avez dit tout de suite, une Tunisie qui a été fragilisée par la révolution d'abord, parce que l'acte révolutionnaire est un acte qui fragilise automatiquement les États. Donc aucun État ne s'en sort indemne. Il y a une économie qui s'affaiblit, il y a les institutions qui se relâchent, il y a l'emprise de l'État qui commence à se relâcher aussi. Il y a aussi le non-droit qui s'installe, parce que lorsqu'on parle d'une situation révolutionnaire, c'est une situation généralement qui est à la marge du droit, absolument, à la marge de la Constitution. Et alors, donc, l'un des grands défis du nouveau président, c'est justement de réhabiliter la loi, de réhabiliter le droit et les institutions avec. Quels sont justement les atouts de ce président dont les défis, auxquels il fait déjà face? Quels sont ses atouts pour les surmonter? Le premier atout qu'il détient, c'est d'abord la légitimité électorale. Bien sûr. Une légitimité qui est exemplaire en quelque sorte. Deuxième légitimité, c'est quelqu'un qui est neutre en quelque sorte, qui ne fait pas partie de l'élite politique classique. Absolument. Donc c'est quelqu'un qui est propre, comme Monsieur Propre on l'appelle d'ailleurs. Donc déjà, ce sont là deux grands atouts. Il y a un autre atout, c'est qu'il y a les jeunes qui ont voté pour lui. Donc, il a une légitimité politique au sens propre du terme, puisque la majorité des jeunes ont voté pour lui parce qu'ils voient en lui cette incarnation de l'esprit de la Révolution, justement, cet état fort, cet état respectueux des droits de l'homme, cet état respectueux aussi de la jeunesse, mais aussi il symbolise cet homme politique qui n'a pas de connivence avec l'élite traditionnelle. Justement, professeur Ben Khattab, est-ce qu'il est facile pour lui d'avoir un appui au sein même du Parlement, sachant qu'il n'a pas, justement, il n'a pas d'appartenance politique? Justement, là, il a un grand défi. C'est un grand défi qu'il doit relever parce qu'il s'est présenté comme étant un candidat indépendant. Et il lui faut donc trouver une majorité au sein du Parlement. Il doit gouverner avec une majorité. Sinon, il doit composer, d'ailleurs, les prémices d'une cohabitation sont là déjà dans le Parlement, puisque les élections législatives ont donné lieu à un Parlement qui est pratiquement éclaté. Donc les partis politiques, il n'y a pas de parti politique qui est sorti de ces élections fort. Donc tout d'abord, il doit avoir et déjà le Hizb al-Nahda c'est dit favorable justement à la présidence de Kais Saïed, et c'était favorable aussi à une collaboration étroite avec lui. Le problème, c'est que collaboration, ok, mais avec quelles conditions? Absolument. Donc, l'un des atouts dont il dispose justement, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas de projet politique bien établi. C'est quelqu'un qui va construire son projet politique sur la base d'un certain conservatisme qui fait plaisir pratiquement à cet establishment, l'ancien garde présidentiel. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas véritable, qui s'inscrit dans la logique de la Révolution, mais c'est quelqu'un qui s'inscrit aussi dans la continuité de l'État. Donc c'est un des atouts. Est-ce que ce conservatisme ne peut peut-être pas jouer en sa défaveur, justement? Parce qu'on sait qu'il a des idées bien arrêtées sur certaines questions.
on le définit parfois comme conservateur, même s'il est difficile de le caser. Il est conservateur, ça. D'ailleurs, tous les hommes politiques, pratiquement tous les juristes sont conservateurs. Être juriste, c'est être conservateur, c'est-à-dire se fier à la loi, au droit, donc tout ce qui est déjà arrêté. Donc, c'est que les juristes, généralement, ont un tempérament non révolutionnaire. Donc, déjà, nous sommes devant quelqu'un qui ne s'inscrit pas véritablement politiquement dans cette logique du changement radical. Donc c'est quelqu'un qui veut des changements, mais des changements filigranes, des changements qui s'inscrivent dans la continuité. Est-ce que sa légitimité électorale lui permettra justement d'appliquer son programme électoral? J'en suis pas véritablement convaincu pour la simple raison parce que nous sommes devant un régime politique qui a instauré un semi-présidentialisme, un régime semi-présidentialisme dans lequel le président n'est pas très fort, mais aussi il n'est pas très faible. Donc il y a toujours la capacité du Parlement à le destituer à chaque fois qu'il considère qu'il a commis une faute grave. Donc qu'est-ce que c'est qu'une faute grave? Donc ça c'est quelque chose qui sera déterminé justement par les députés eux-mêmes. La Constitution lui donne un certain nombre de compétences et de prérogatives, notamment dissoudre le Parlement, mais il ne peut pas justement démettre le chef du gouvernement de ses fonctions. Donc il n'aura aucune emprise directe sur le chef du gouvernement, si ce n'est demander au Parlement de voter une motion de censure qui pourrait peut-être le destituer. Mais là aussi, c'est un défi qu'il lancera, qu'il va lancer au gouvernement, et il peut s'en sortir affaibli, parce qu'après 2 fois, dans son mandat, si le Parlement vote en faveur du Parlement, il devra démissionner. Nous ne sommes pas encore dans ce scénario, donc n'est-ce pas, professeur Mortab? Donc c'est pour vous dire qu'il n'a pas vraiment les mains libres. Ce n'est pas un régime présidentiel où il pourra véritablement gouverner en maître absolu. Non. Mais les jeunes y croient, enfin ne croient pas en cette question de gouvernance en maître absolu, justement, comme vous l'avez dit. Et ils croient en ce président qu'ils ont élu démocratiquement, et il a remporté ces élections avec une large majorité. Mais la question qui se pose, vous avez évoqué cette question de lenteur dans ce qui va entreprendre. Ce n'est pas un révolutionnaire, mais la Tunisie aujourd'hui, dans l'état dans lequel est le pays, n'a-t-elle pas besoin justement d'un coup de pouce, et n'a-t-elle pas besoin finalement d'un défibrillateur, si on peut le dire ainsi, pour justement relancer la machine économique et donner de l'emploi à ces jeunes, et dont je rappelle 35% de ces jeunes Tunisiens diplômés est au chômage? Oui, absolument. Nous sommes devant une société qui est très jeune, et c'est une société qui a voté pour Kais Saïed. Le problème des jeunes, c'est qu'ils sont impatients, souvent impatients. Et nous sommes devant quelqu'un qui fait l'éloge de la patience, en quelque sorte. Donc nous sommes devant un constitutionnaliste, un homme de droit, un homme d'État, enfin un homme académique qui veut du recul par rapport aux événements. Un académicien ne peut pas vraiment s'introduire et s'immiscer activement dans ce qui se passe. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de recul pour comprendre, pour agir. Donc je crois que nous sommes devant 2 dynamiques qui seront un peu différentes. La dynamique juvénile, c'est une dynamique qui est rapide, avec une dynamique juriste, institutionnelle, qui prend du temps et qui veut du temps. Vous savez, la machine économique tunisienne a été ébranlée, donc, et nous ne sommes pas devant un théoricien économique, donc c'est quelqu'un qui va essayer de réintroduire un peu d'ordre juridique dans la société, parce que nous savons très bien, après 8 ans de révolution, il y a les institutions de l'État. L'État de droit se relâche. Et à partir de ce moment-là, il y a des zones grises qui échappent à l'emprise de l'État et à la loi. Donc je crois que l'une des priorités de Kais Saïed, c'est justement rétablir l'autorité de l'État, rétablir l'autorité de droit
dans ces zones d'ombre et par la suite essayer de relancer. Ce n'est que par la suite qu'on peut relancer véritablement la machine économique. Je crois que la Tunisie a des atouts économiques assez importants, notamment en matière touristique. Donc, et le tourisme, c'était le dynamo de l'économie tunisienne. Je crois qu'ils devront peut-être... la machine a commencé justement à travailler, mais il va falloir du temps. Il va falloir du temps, il va falloir aussi beaucoup d'aide internationale, parce que la Tunisie ne peut pas s'en sortir, ne peut pas sortir de cette crise sans l'aide de la communauté internationale, notamment de l'Union européenne. C'est déjà le cas aujourd'hui. Ah, oui. Alors, un dernier point, vous avez parlé de zones grises, je voudrais parler de ces points noirs, et notamment sur le volet sécuritaire. Quelles sont aujourd'hui les priorités de ce président, de ce nouveau président élu en Tunisie pour rétablir l'ordre et surtout la sécurité qui est chère non seulement aux investisseurs, mais aussi aux touristes qui animent cette machine économique? Justement, faire appliquer la loi, rétablir les institutions de l'État et les institutions de l'État, en fin de compte, n'est pas une chose facile. Ça nécessite beaucoup de temps parce que les gens ont appris à un moment donné à composer avec ce relâchement institutionnel. Et pour rétablir l'autorité de l'État, il va falloir beaucoup de travail, peut-être plus qu'un simple mandat présidentiel, mandat de 5 ans. Donc je ne crois pas qu'il pourrait, dans un avenir proche, rétablir véritablement l'emprise de l'État. Mais si le travail, si on le laisse, justement, s'il est capable d'introduire cette stabilité institutionnelle et gouvernementale, je crois, parce que la Tunisie a été victime justement de son succès révolutionnaire, puisque depuis 2011 jusqu'à maintenant, il y a une certaine instabilité institutionnelle, instabilité gouvernementale. Donc les élites politiques ne se sont pas encore appropriées justement l'esprit de la révolution, mais aussi les tâches et les devoirs qui vont avec. Et je crois qu'il va falloir du temps, et s'il arrive à se proposer comme étant un fédérateur, je crois qu'il pourrait par la suite réussir sa tâche. Le temps nous le dira. Merci beaucoup Abdelhamid Belkhatab d'avoir répondu aux questions de Média TV, de nous avoir éclairé sur la situation en Tunisie aujourd'hui. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.